Pourquoi pensez-vous que la situation en Ukraine, notamment dans l'est du pays, est aussi complexe? Les ressources minières se trouvent dans des zones proches des lignes de front, et certaines d'entre elles sont même occupées par la Russie. Si ces ressources minières deviennent un intérêt pour les États-Unis, allez-vous demander à Vladimir Poutine de retirer ses forces de ces zones? C'est une question délicate, et la situation est très complexe. Nous devons évaluer la situation sur le terrain. C'est une vaste région et il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Si ces ressources doivent être protégées dans le cadre d'intérêts américains, nous devrons prendre des décisions en fonction des circonstances. C'est un enjeu stratégique majeur, mais tout dépendra de l'évolution de la situation. Mais, qui protégera ces ressources minières si elles deviennent un intérêt pour les États-Unis? Est-ce que ce seront les forces ukrainiennes ou européennes, ou bien les États-Unis eux-mêmes qui prendront en charge cette mission de protection? C'est une bonne question. Mais il y a aussi un accord en place pour protéger ces intérêts. Si la situation l'exige, nous pourrons prendre les mesures nécessaires. Quant à savoir si ce seront les Ukrainiens ou les Européens, cela dépendra de la coopération entre nos alliés et de la manière dont les forces en place seront structurées à ce moment-là. Il est trop tôt pour répondre de manière précise, mais je peux vous assurer que nous ne prendrons aucune décision sans avoir une analyse complète de la situation. Et si la Russie décide de mener une action agressive dans ces zones, que se passera-t-il? Si elle tente d'envahir ou de prendre le contrôle de ces zones, que feriez-vous? Je vous ai déjà dit que je pense que cela n'arrivera pas. Si je pensais que cela se produirait, je ne ferais pas d'accord dans ces conditions. Je suis assez confiant que cette situation n'évoluera pas dans cette direction. Il est important de comprendre que nous analysons les risques en fonction de l'évolution des relations internationales. Nous avons une stratégie qui repose sur des évaluations détaillées des risques, mais je n'anticipe pas une telle escalade. C'est une question de gestion des crises et de prévoyance. Pourquoi une telle confiance? Certaines personnes pourraient se demander pourquoi vous êtes aussi sûr que Poutine respectera un accord, surtout après toutes les tensions récentes. En êtes-vous certain? Vous posez une question pertinente. Mais il faut savoir que ces discussions ne sont pas menées à la légère. Lorsque nous discutons de ces accords, tout le monde est conscient de l'importance de respecter les engagements. Je n'aurais pas pris de décision aussi importante si je n'avais pas confiance dans le respect de l'accord. Je comprends les préoccupations, mais j'ai une vision globale et je pense que nous faisons face à une situation qui peut être gérée par la diplomatie. Concernant les médias, vous avez exprimé des doutes sur leur fiabilité. Vous avez mentionné plus tôt que CNN avait des cotes d'écoute basses et que leur couverture n'était pas toujours exacte. Comment justifiez-vous ces critiques? Regardez, les médias jouent un rôle important dans la diffusion de l'information. Mais il y a des moments où leur couverture est inexacte, voire fausse. Ce n'est pas un secret. Lorsque je parle des médias, je fais référence à des éléments spécifiques, comme les fausses informations qui circulent. Le ton dans lequel certaines informations sont présentées peut être très négatif et biaisé. C'est cela qui me dérange. Il est clair qu'il y a une différence entre la réalité et ce qui est présenté dans certains reportages. Il est important pour les citoyens de comprendre cela et de se poser des questions sur ce qu'ils lisent ou entendent. Vous avez également parlé des tests du Covid-19 et de la situation en Corée du Sud. Vous avez dit que la Corée du Sud faisait beaucoup plus de tests que les États-Unis. Cependant, les chiffres ne semblent pas correspondre. Que répondez-vous à cela? Les chiffres que vous mentionnez ne sont pas corrects. Il y a eu une confusion autour des statistiques. Les États-Unis ont effectivement mené des tests à grande échelle et je peux vous garantir que nous avons pris des mesures très sérieuses pour combattre la pandémie. Si vous regardez les régions où l'épidémie a été la plus forte, nous avons mis en place des tests massifs pour contenir la propagation du virus. Nos tests ont été déployés dans toutes les régions touchées par l'épidémie et nous avons travaillé avec des experts pour suivre la progression de la pandémie de manière efficace. Concernant les tests en Corée du Sud, oui, ils ont testé beaucoup de gens, mais ils n'ont pas les mêmes défis en matière de densité de population. Les États-Unis ont une population beaucoup plus vaste et des conditions de propagation du virus qui diffèrent. Nous avons suivi un modèle adapté à nos propres réalités
Et je pense que c'est ce qui fait la différence. Les comparaisons avec d'autres pays doivent tenir compte des différences contextuelles, et ce n'est pas toujours une comparaison juste. Dans le même temps, vous avez évoqué le rôle des médias dans la manière dont les informations sont présentées. Vous avez mentionné que certains médias, en particulier CNN, ont tendance à avoir un ton très négatif et partisan. Pourquoi insistez-vous autant sur ce point? C'est simple. Le ton que prennent certains médias est parfois une forme de discours haineux. Ils ne se contentent pas de rapporter les faits. Ils cherchent à attiser la colère et à créer de la division. Je suis conscient de l'importance du journalisme, mais il est également important que le journalisme reste objectif. J'ai observé comment certains médias ont présenté des informations de manière sensationnaliste, et cela me dérange. Les gens ont le droit de savoir la vérité, mais cette vérité doit être présentée de manière juste et équilibrée. La manière dont certaines émissions sont animées, le ton qu'elles prennent, peut avoir un impact énorme sur l'opinion publique. Vous avez parlé des fuites concernant Hillary Clinton et de la manière dont elles ont été traitées par les médias. Vous avez dit qu'il s'agissait d'informations réelles, mais que les reportages étaient faux. Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par là? Oui, les fuites étaient réelles. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ce qui est problématique, c'est la manière dont elles ont été traitées par les médias. Vous avez eu des informations importantes qui ont été négligées, et des histoires qui n'ont pas été suffisamment couvertes. Les médias ont parfois choisi de passer sous silence certains éléments importants, et cela a créé une situation où l'opinion publique n'a pas eu accès à toute la vérité. Je pense qu'il est essentiel que les journalistes fassent leur travail de manière rigoureuse et qu'ils ne laissent pas leurs opinions personnelles interférer avec la présentation des faits. Enfin, pour conclure, vous avez souvent souligné la différence entre les fuites d'informations et la manière dont les médias les rapportent. Croyez-vous que cela nuit à la confiance du public dans les médias? Oui, absolument. La manière dont les informations sont rapportées joue un rôle fondamental dans la manière dont le public les perçoit. Si les fuites sont traitées de manière irresponsable ou biaisée, cela peut nuire à la confiance du public. Ce n'est pas une question de supporter ou de s'opposer à un parti, mais de respecter les faits. Et c'est là que se trouve le problème avec certains médias. Aujourd'hui, Ils ne respectent pas toujours les faits de manière objective, et cela a un impact sur la façon dont les gens perçoivent la vérité. Il est essentiel que le journalisme reste honnête et responsable pour que la démocratie fonctionne correctement.